Bien le bonjour et bienvenue à cette dernière capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Aujourd'hui, on parle d'écotoxicologie et de biotechnologie. Donc, commençons à parler par des contaminants. Donc, quand on parle de contaminants, évidemment, on parle de substances qui peuvent nuire à un organisme. On peut avoir des contaminants inorganiques comme les métaux lourds par exemple ou l'oxyde d'azote ou les phosphores. On peut avoir des contaminants organiques, les insecticides, pesticides, BPC, benzène et compagnie. On peut avoir des contaminants microbiologiques, donc on parle à ce moment-là de virus et de bactéries. Et on peut avoir des contaminants radioactifs, donc on parle d'uranium, plutonium, radon et compagnie. Maintenant, c'est important de bien distinguer le seuil de toxicité avec la dose létale qui ne sont pas du tout la même chose. Quand on parle de seuil de toxicité, on parle de la concentration minimale pour qu'un contaminant produisent un effet néfaste notable sur un organisme. Donc, ça dépend évidemment de l'organisme et de la durée d'exposition, mais ça ne veut pas dire que l'organisme va mourir. Quand on parle de dose létale, à ce moment-là, on parle de la concentration minimale pour qu'un contaminant provoque la mort d'un organisme. Donc, si on se donne un exemple de tout ça, eh bien, je vais varier un peu avec le livre. On va parler d'un cas réel, on va parler de Tchernobyl. Ce que vous savez, c'est que Tchernobyl, dans les années 70, a explosé. Et en explosant, il a créé un nuage radioactif qui, évidemment, a voyagé et a contaminé différents milieux, dont, par exemple, les lacs. À ce moment-là, ce nuage radioactif-là a déposé des substances, des particules radioactives à l'intérieur, entre autres des lacs. C'est pas juste au niveau des lacs, mais entre autres des lacs. Et les poissons ont ingéré ces substances-là par leur respiration, par leur peau. Même principe pour les gens qui ont respiré les poussières radioactives. Donc à ce moment-là, on parle de bioconcentration parce que ça n'a pas été, dans le fond, l'organisme n'a pas ingéré le contaminant par son alimentation, mais bien par le contact autre. Ça peut être par contact au niveau de la peau ou ça peut être par la respiration. Lorsque le poisson absorbe une substance, donc par exemple ici les poussières radioactives, et qu'il n'est pas capable de s'en débarrasser. Autrement dit, il va accumuler à l'intérieur de son organisme des contaminants qui peuvent éventuellement lui être néfastes. À ce moment-là, on parle de bioaccumulation. Donc, c'est des substances qui s'accumulent dans son organisme parce qu'il n'est pas capable de les rejeter sous forme de déchets organiques. Et finalement, ici, on va parler vraiment de ce qui s'est passé à Tchernobyl. Donc, à Tchernobyl, il y a eu l'explosion. Et au niveau de l'explosion, comme je vous ai dit, le nuage s'est déplacé et a contaminé la faune, la flore, les lacs et compagnie. Ce qui se passe, c'est que j'ai des animaux à l'intérieur de cette forêt-là qui ont mangé des végétaux qui étaient contaminés. Donc à ce moment-là, eux autres ont accumulé beaucoup plus de contaminants. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé beaucoup de végétaux. Et comme ils ne sont pas capables d'éliminer cette substance-là, ben ils en ont accumulé plus. Mais il y a des animaux qui mangent ces animaux-là et qui sont des prédateurs pour ces animaux-là. Eh bien, ces animaux-là mangent beaucoup de souris ou beaucoup de petits oiseaux. Eh bien, ils ont accumulé plus encore de contaminants. Et vous voyez que plus on avance au niveau des niveaux trophiques, autrement dit, plus on avance au niveau de la chaîne alimentaire, plus je vais avoir des contaminants qui vont s'accumuler. À ce moment-là, on parle de la bioamplification. Donc, c'est une augmentation de la quantité de contaminants au fur et à mesure qu'on avance dans les niveaux trophiques. Évidemment, là, j'ai parlé qu'on mange l'animal, mais on ne parle pas seulement qu'on mange l'animal. On pourrait parler, par exemple, de la vache qui se nourrit des végétaux. Donc, évidemment, il ne mange pas des arbres, là, mais ça va manger du gazon, de l'herbe, du foin et compagnie, qui ont été contaminés et donc qui vont s'accumuler. Et par le biais du lait, eh bien, qui boit ce lait-là? Eh bien, c'est nous.
Donc souvent, on se retrouve au bout de la chaîne alimentaire, ce qui fait qu'on va subir une plus grande contamination. Maintenant, comment on fait pour se débarrasser d'un contaminant? Ben, c'est pas toujours possible, mais dans les cas où c'est possible, on peut y aller par la biodégradation. Il y en existe deux types, en fait, de biodégradation. La premier type, c'est la biorestauration. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va introduire des micro-organismes qui se nourrissent des substances toxiques pour l'environnement et qui vont les dégrader. On parle souvent des hydrocarbures dans ce cas-là. Donc, c'est des micro-organismes qui vont absorber les hydrocarbures, dis-je, et qui vont les dégrader et leurs déchets organiques à ce moment-là sont moins dommageables. Donc, on s'en sauve et on se débarrasse du contaminant. La deuxième façon, on peut parler de la phytoremédiation. Donc, c'est quoi à ce moment-là? Eh bien, c'est des plantes qu'on va faire pousser. Généralement, c'est des plantes. Ça peut être des algues aussi, qu'on va faire pousser dans certains milieux et qui vont absorber certains éléments qui peuvent être un contaminant au niveau de l'environnement. Et ensuite, bien, on sait que ce contaminant-là se retrouve dans la plante, donc on peut simplement se débarrasser de la plante. Donc maintenant, quand on a des eaux usées, donc autrement dit, des eaux qui nous viennent de notre système d'égout, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir la retourner à l'environnement sans avoir un impact environnemental au retour de ces eaux-là? Eh bien, la première chose, évidemment, ça va être un traitement physique où on va avoir dans un premier temps une décantation. Donc, on va laisser les matières flotter et on va laisser les matières couler. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer les boues qui sont au fond. Donc, retirer toute la matière qui s'est retrouvée au fond, aussi les sables et compagnie. Et on va pouvoir retirer, écumer dans le fond tout ce qui est sur le dessus. Donc, c'est des matières qu'on va pouvoir par la suite se débarrasser. Une fois que c'est fait, bien évidemment, le traitement ne s'arrête pas là. On va passer au traitement biologique où on va introduire des micro-organismes pour enlever certains éléments de notre eau usée. Ces micro-organismes-là vont transformer les éléments, les contaminants potentiels, en fait, en boue. Et donc, on va avoir une deuxième décantation et on va pouvoir retirer, encore une fois, les boues de notre système. Maintenant, il nous reste un traitement parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des eaux usées, donc où est-ce qu'on peut avoir de la matière fécale, et donc on peut avoir des bactéries telles que E. coli, par exemple. Donc, on va faire un dernier traitement qui est le traitement chimique, où on va introduire des produits chimiques à l'intérieur de notre système pour s'assurer que notre eau soit bel et bien, dans le fond, qu'elle soit bien traitée et qu'il ne reste plus d'éléments pathogènes à l'intérieur. Et finalement, on va pouvoir éliminer notre eau, donc on va pouvoir l'acheminer comme une eau plus propre. Évidemment, ce système-là fonctionne pour les municipalités où on peut avoir un réseau de collecte des eaux usées, autrement dit des égouts. Soit dit en passant, les égouts, présentement, on travaille très fort à l'intérieur des municipalités pour les séparer. Donc, pour avoir des égouts pluviaux et des égouts d'eau usée, donc des égouts sanitaires. Pourquoi on fait ça? Eh bien, parce que les eaux de pluie, en général, ont beaucoup moins de contaminants. Donc, le traitement de ces eaux-là peut se faire beaucoup plus rapidement qu'au niveau des égouts sanitaires. Donc, quand on travaille avec des milieux où on n'a pas justement ce système pour récolter les eaux usées, à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle des fosses septiques, qui est comme un mini centre de traitement des eaux individuel à chaque maison. Comment ça va fonctionner? Eh bien, on va avoir les eaux usées qui vont rentrer dans notre réservoir et à l'intérieur des réservoirs, je vais laisser décanter tout ça pour s'assurer de laisser ce qui flotte et laisser ce qui coule à l'intérieur de la fosse septique. Tout l'eau qui va en résulter, eh bien, on va l'acheminer au champ d'épuration où ce sont les micro-organismes du sol cette fois-ci qui vont se charger du travail. Évidemment, le problème des fosses septiques, c'est qu'elles doivent être entretenues. Si les fosses septiques sont mal entretenues ou si elles sont trop vieilles, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont mal fonctionner. Et à ce moment-là, je vais introduire des contaminants via mon champ d'épuration. Je vais contaminer mon champ d'épuration et éventuellement
la nappe phréatique et éventuellement les lacs et les rivières. Donc, c'est évidemment ce qu'on ne veut pas. Donc, la fosse septique va devoir, comme je le dis, être entretenue. Et par où elle est entretenue? Eh bien, par les deux petites parties grises que vous voyez au sommet de notre dessin de fosse septique, qui vont être utiles justement pour pouvoir, entre autres, enlever les boues qui se situent dans le fond et pouvoir écumer un petit peu, donc pour pouvoir enlever des substances et pouvoir travailler avec des eaux qui sont beaucoup plus utiles et propres au niveau de notre environnement. Donc, ils vont avoir moins d'impact environnemental. Et c'est ce qui met fin à cette capsule dans le cadre du cours SCT 4064. Ceux pour qui le parcours se termine avec cette dernière capsule, je vous souhaite le meilleur de succès pour la suite. Pour les autres, bien, on se revoit avec d'autres capsules. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.